Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à la librairie Caribe pour cette rencontre à la découverte de l'édition indépendante avec laquelle on est content de participer. C'est en partenariat avec le Motif qu'on remercie pour nous avoir proposé cette soirée, et Julien Delorme qui est un ami, un habitué de la librairie à qui on est super content de confier les clés ce soir pour découvrir Wombat. Les nouvelles éditions Wombat. Nous, on avait adoré et on avait déjà fait une soirée autour de Edogawa Rampo, le démon de l'île solitaire. Donc c'est absolument malsain, trash, vaguement fantastique, surtout policier, très étrange. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Et je vais te laisser présenter la suite du catalogue. Frédéric Brumand est avec nous, donc éditeur de Wombat ce soir pour en parler. Et voilà, merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir. Bonsoir à tous. Avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet, juste un petit mot sur le cycle de rencontres. C'est la 9e soirée d'édition indépendante de l'année. C'est un cycle qui en est à sa 2e année. Et l'idée, c'est de bouger de librairie en librairie à chaque fois et de présenter le catalogue d'un éditeur indépendant. C'est-à-dire de prendre un temps hors de la cavalcade permanente des nouveautés et de ce qu'il faut avoir sur les tables dans les 3 semaines qui viennent, et d'interroger un éditeur sur ce qui fait de fond son travail, expliquer un peu ce qui l'anime, ce qui a fait qu'il a eu envie de se lancer dans l'édition, et puis faire un survol, un panorama de son catalogue pour voir un petit peu les liens secrets entre les textes. Alors c'est un cycle qui est organisé pour la 2e année consécutive par le Motif. C'est l'Observatoire du livre en Île-de-France. C'est un peu le centre régional du livre d'Île-de-France, et c'est un organisme qui est chargé à la fois de faire des études sur la manière dont voilà, il y a une magnifique brochure à disposition pour les autres rencontres. Il y en a encore 2 avant la fin du cycle de 2016. Et voilà, le Motif, son objectif, il est double, c'est de faire des études sur le livre et la manière dont se comportent les structures du livre en Île-de-France. Et puis aussi, il a maintenant une activité de fédération et de rassemblement des professionnels, et notamment autour d'une activité de découverte de l'édition indépendante. C'est pas dans ses missions propres, mais c'est quelque chose qui s'attribue et qui fait de mieux en mieux et de plus en plus. Alors, en guise d'introduction à la soirée, j'ai demandé l'avis d'un professionnel sur ce qu'était le Wombat. Donc je vais vous lire ce que l'on m'a répondu sur le Wombat, et puis après on verra avec Frédéric si ça correspond vraiment, si l'animal biologique correspond à l'animal éditorial. Si vous ne connaissez rien du tout au Wombat, vous devez lire ce chapitre. Il peut se révéler bien utile un jour ou l'autre. Vous pourriez tomber par hasard sur une de ces personnes qui en toute occasion posent des questions sur les Wombats. Pourquoi ne trouve-t-on de Wombat qu'en Australie et en Tasmanie est une de leurs questions favorites. Réponse, parce que c'est la manière dont les choses sont organisées. Ils demandent aussi pourquoi des Wombats. Les Wombats qualifieraient cette question d'idiote. Ils ont l'impression que si quelque chose se devait d'exister, ce sont bien les Wombats. Ils font grand cas du fait d'être les seuls animaux sur Terre à être des Wombats. Ils ne voudraient pour rien au monde être autre chose. Et certainement pas nous. L'idée que, dans l'échelle des êtres vivants, un marsupial se situe presque aussi bas qu'un monotrème, alors que nous appartenons aux primates, un ordre de mammifères comprenant les grands singes, les ouistitis et les maquis, n'a jamais effleuré l'esprit d'un wombat. Nous avons même un nom de famille, hominidés, pour nous distinguer sur le plan technique des gibbons, des chimpanzés, des orang-outans et des gorilles. Note de bas de page, on a parfois laissé entendre que les wombats ne servent à rien parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sens. Il y aurait un trait d'humour à tirer de cette réflexion si j'avais le temps de creuser. Le wombat est un animal au physique trapu, avec de courtes pattes et une allure générale frustre et négligée. Certains trouvent qu'il ressemble à une grosse marmotte. La vérité, c'est qu'il ne ressemble pas à grand chose. Le wombat moyen mesure moins d'1 mètre depuis le bout de son museau jusqu'à l'extrémité de sa queue vestigiale. Cependant, le wombat géant du Pléistocène était aussi massif qu'un rhinocéros. C'était, de toute évidence, trop de wombats, aussi fut-il abandonné. Le wombat commun d'Australie du Sud-Est est le plus grand et le plus inintéressant des wombats vivants. Les wombats de Tasmanie ont la peau épaisse, le poil dru et rêche. Ils mènent une existence extrêmement barbante. Ensuite, ils finissent en tapis ou en paillasson. Et vous pensiez avoir des problèmes. Note de bas de page. À ce qu'il paraît, le wombat commun et le wombat de Tasmanie auraient 15 paires de côtes, tandis que le wombat à nez poilu du Sud et le wombat à nez poilu du Queensland n'en auraient que 13.
Je ne vois aucune raison d'en douter. Domestiqués, les wombats peuvent manifester à l'occasion certains signes d'affection si vous en avez besoin à ce point. De temps en temps, ils vous mordent d'une manière apathique et sans aucune raison apparente pour un non-wombat. Ne jamais oublier que les wombats sont des animaux fouisseurs et nocturnes. Note de bas de page, les wombats sont les lointains descendants d'un animal arboricole, je serais bien le dernier à leur en tenir rigueur. Si vous les gardez à l'intérieur, ils vous tiendront éveillés toute la nuit en essayant de creuser à travers le plancher. Si vous les laissez sortir, ils mineront les fondations des maisons. Cette fâcheuse habitude a provoqué des accidents regrettables. Et encore une note, les hommes qui peuplaient à l'origine la Tasmanie ont jeté l'éponge il y a bien longtemps et se sont éteints. Mais le wombat continue de persévérer, du moins en avril, mai et juin. Les mères donnent naissance à un seul wombat à la fois. Désormais, vous en savez plus long qu'avant sur les wombats. Oh que si! Bon alors Frédéric, qu'est-ce qui distingue le wombat australien du wombat parisien? Ah oui. Non, animal fouisseur et nocturne, oui, ça correspond assez bien à l'idée de... Beaucoup de livres viennent de mes lectures nocturnes, parce que j'ai toujours beaucoup lu la nuit. Et donc j'ai creusé assez longtemps des terriers, et des terriers qui s'appelaient le New Yorker, Harakiri, des terriers qui étaient en fait des mouvements littéraires qui n'étaient pas considérés, à mon avis, à leur valeur, pour diverses raisons qu'on développera. Donc j'ai réuni, tel un wombat, sur plusieurs décennies, voilà, ce qui était pour moi la littérature comique, voilà, la grande littérature comique. Il y a des gens qui font du comique en littérature, de la littérature comique, c'est un spectre très large en fait. On a fondé donc les éditions il y a 5 ans. C'est ce livre donc, de Will Cuppy, dont on a édité deux livres qui nous a inspiré le titre de la musique. Ouais, voilà, donc le texte lu est tiré de Comment attirer le wombat de Will Cuppy. Et donc c'est un texte qui a donné le nom à la maison, mais qui n'a pas été publié en premier. Non, il a été publié en deuxième, on est compliqué. Ouais. Alors du coup, rapport à l'animal, rapport au texte, toi avant de fonder les nouvelles éditions Wombat, donc il y a 5 ans, 6 ans c'est ça? Oui. Tu as déjà une carrière d'éditeur derrière toi, où tu as déjà essayé de promouvoir cette littérature? J'étais déjà éditeur par ailleurs pour différentes maisons, le Rocher Rivage, le Dilettante, mais dans des domaines complémentaires. Enfin, je dirigeais une collection de polars pendant 12 ans au Rocher. Polar américain, parce que je suis traducteur d'anglais aussi. Mais en revanche, le comique, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. Je dirais, c'est mes lectures de plaisir. Enfin, il y a toute une histoire aussi de la littérature comique. Et j'ai commencé à faire certains de ces auteurs, déjà au Dilettante, sur une dizaine d'années, on a fait une dizaine de livres. Et également chez Rivage, sur une douzaine de livres. Les circonstances ont fait que, à partir d'un moment, il y avait une question de cohérence et de visibilité aussi, et qui m'est apparu vraiment important de réunir tous ces auteurs qui avaient des liens vraiment très très forts au sein d'une même collection, d'une même maison. C'était d'abord une activité marginale en bord de ton activité éditoriale principale, et puis d'un seul coup il y a eu un impératif. Je dirais que c'est les filets, c'était... pour moi, cette recherche sur la littérature comique, c'était vraiment une lacune. Il me semblait, en tant que lecteur dans l'édition française, voilà, par exemple, les grands auteurs du New Yorker, mais qui sont des classiques absolus aux États-Unis, il faut se rendre compte, n'étaient quasiment pas traduits en France, quoi. C'était tout à fait étonnant. Les gens, quand on parle de comique anglo-saxon, on peut dire Woody Allen ou les Monty Python, qui sont connus de plusieurs générations. Mais Woody Allen ou les Monty Python disent... on a une préface de Woody Allen qui a écrit qu'une préface dans sa vie, c'est pour Perelman, pour dire c'est mon maître, c'est le plus drôle, sans lui j'aurais jamais rien fait. Donc tous ces gens du New Yorker, tous ces écrivains sont vraiment la source de ce que j'appelle comique moderne anglo-saxon. Et donc c'était très important de rendre lisible
à des non-anglophones, effectivement, toute cette école, quoi. New Yorker, c'est un périodique, donc c'était plutôt l'idée C'est une revue. de publier des chroniques ou, Alors, ça vient de la nature, en fait, de la littérature comique, qui fait que, bon, on en reparlera, pourquoi ça empêchait que ça soit découvert, enfin, peut-être plus propagé plus tôt, c'est que le texte comique, je dirais sa forme, son 100 mètres, c'est le texte court, enfin sa forme privilégiée, le texte court. Donc c'est aussi un texte qui est publié dans des revues, que ce soit le New Yorker aux États-Unis ou des revues comme Harakiri en France. C'est là qu'il y a eu beaucoup de non-textes comiques. Ça se prête à la forme courte, donc c'est vrai que ces revues, un peu par facilité, je dis, voilà, c'est des écoles où en fait il y a des comiques très très différents dans chacune des revues. Mais à chaque fois, sur une longue période de plusieurs décennies, c'était les revues de référence où l'écrivain comique américain dans n'importe quel bled, son rêve c'est de publier au New Yorker, de même que le grand comique français dans les années 60-70, c'était d'être à Harakiri. Donc on a quand même la crème dans des auteurs de ce genre dans ces revues. Alors moi, Harakiri, je connaissais depuis longtemps parce que je suis tombé petit dedans, vraiment très très jeune. Et donc je connaissais la richesse des textes qui n'avaient pas donné lieu à des livres ou alors chez des petits éditeurs épuisés depuis longtemps. Quant aux anglo-saxons, il y avait tout le travail de recherche et de traduction à faire en fait. Alors du coup tu parles de littérature comique, mais si c'est rigolo, c'est pas vraiment de la littérature. Ah oui. Donc voilà, c'est un peu le problème qui s'est posé. C'est le préjugé qui fait que, même si aujourd'hui ça change beaucoup, il y a deux préjugés qu'on pesait sur ces auteurs. Pourquoi les classiques comme Thurber, Bencher, Perelman n'ont pas été traduits dès les années 40-50, mais Dorothy Parker, qui était au New Yorker, par exemple, grand écrivain en littérature féminine de littérature, qui était la grande amie de Benchley, qui faisait partie de la bande, même si elle est moins elle est grinçante, mais plus sur l'humour noir, a été traduit aussi très tardivement en France, après-guerre. Et il y avait un double préjugé. C'est d'abord le préjugé du texte court, c'est-à-dire en France, après, la dominante du roman était quand même très importante. Or, il y a peu de ces auteurs comiques qui ont fait des romans. Il y a quelques romans, mais ce n'est pas la forme de prédilection. Et puis, il y a le fait qu'il y a un esprit de sérieux, et qui fait que c'est imposé que la littérature trop comique n'était pas forcément... voilà, un peu ça va, mais point trop n'en faut, quoi. Donc voilà, c'est des auteurs, il y a eu quelques ouvrages, alors il y a eu des collections pionnières, je ne suis pas le premier à réunir ces auteurs, on pourra en parler, il y a deux pionniers qui étaient Robert Benayoun et Jacques Sternberg, qui ont fait beaucoup pour cette découverte-là dans les années 60. Puis après c'est un peu retombé, quoi. Donc j'ai commencé la recherche dans les années 90, donc il y a eu voilà, c'est un peu une histoire éditoriale qui est tout à fait curieuse, quoi. Il y a peut-être tous les 20 ans, il y a quelques fous furieux qui se passionnent pour cette littérature, sans doute. Et donc l'idée c'était de redonner à lire des classiques, ou de donner à lire des classiques, ou aussi de faire une recherche sur des formes d'humour contemporaines, des formes de littérature. Tout, parce qu'en fait, alors le nom de la collection, donc Wombat c'est le nom de la maison, mais la collection qui réunit tous ces auteurs, c'est Les Insensés. Donc c'est de la littérature, c'est pas des livres de blagues, d'humour, comme on trouve au rayon humour, ou même il y a des choses très bien, enfin je veux dire, il y a des livres on fait pas de miscellanée ou de bons mots, comme fait traditionnellement Hugo ou Cherche Midi, enfin voilà, qui sont des collections, pas de collection style Les Pensées, comme la collection du Cherche Midi de référence. On édite du texte littéraire, c'est du roman, du récit, du pastiche, de la satire, du texte court mais sous forme de nouvelles, et les meilleurs auteurs, enfin les auteurs de référence pour les Américains, voilà, qui sont des modèles d'écriture, quoi. Stéphane Wilcock qui a beaucoup inspiré. On fait donc des classiques, mais c'est une recherche qui va d'aujourd'hui, qui part du début du XXe siècle. Il y a des références avant, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Donc on édite aussi des auteurs français contemporains, Gillian Defoe, qui est l'héritier un peu des Monty Python contemporains, ou un auteur comme Michael Olsen, qui invente des vélos quelque part au fin fond des États-Unis et qui écrit des romans aussi. Voilà. Donc mais c'est vrai qu'il y a une sélection à partir du moment où sort les maîtres, en quelque sorte, et je pense
que l'idée c'était vraiment de réunir et de rendre visible enfin la richesse en fait de ces écrivains qui sont dans une littérature qui, à cause de ces préjugés, a toujours été un peu marginale. Voilà. Sauf certains, Woody Allen a été publié, les Marx Brothers aussi, les textes qu'ils ont faits, des proches, des proches en France, ou remonter avant, il y a Alphonse Allais, Camille et évidemment Pierre Dac. Mais une fois qu'on a fait le tour, moi j'étais un grand amateur de ça, de ces quelques références, effectivement. Le choix de textes de littérature vraiment comique n'était pas des maîtres de littérature comique, il n'y avait pas un choix énorme, enfin, c'est quand même, il fallait vraiment fouiller, quoi. Donc je me dis, il faut rendre aussi pour les jeunes auteurs d'aujourd'hui, et il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, enfin les nouvelles générations, elles sont nourries à travers les séries, la bande dessinée, le cinéma, de l'humour anglo-saxon, qui est beaucoup plus rentré dans les mœurs qu'il y a 30 ans, et ce qui explique aussi pourquoi il y a eu peu de comiques anglo-saxons, mis à part Wodehouse, par exemple, qui ont vraiment été traduits, parce que moi je l'ai su quand j'ai commencé à proposer ce texte dans les années 90, les éditeurs, c'est mon pauvre garçon, alors déjà l'humour anglais, les Français ne connaissent rien, et en plus des années 30, bon. Puis en plus, ah bah non, c'est pas un roman, ah bah non, c'est des textes, ça a pris 20 ans quand même pour faire ce travail de, finalement à monter sa maison, mais après il y a des gens qui ont compris parce qu'ils avaient une culture. Dominique Gauthier du Dilettante, qui est le premier à m'avoir laissé faire moi et mon camarade Thierry, traducteur d'anglais, qui est mon associé aussi, avec qui on travaille, qui est un autre défricheur, donc on est à 2 défricheurs, fouilleurs. Voilà, ça nous a permis de commencer à réinfiltrer, enfin à redécouvrir ces textes. Et il y a une grande richesse chez ces auteurs, et je vois pas pourquoi on devrait lire autant de littérature comique que de littérature tragique. Alors après, moi le sens de comique est très large. Je considère que Kafka est un auteur comique, mais il se considérait lui-même comme un auteur comique. C'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation comique, Kafka. Et alors du coup, pour faire le pendant, parce que donc là on parle de littérature comique depuis tout à l'heure, et Anaïs a introduit la soirée en parlant d'un texte d'Edogawa Rampo, donc un texte de littérature japonaise, donc ni dans un domaine anglo-saxon, ni dans un domaine francophone. Ça c'est une collection annexe qui est Iwasaru, qui est notre collection japonaise, qui vient d'autres choses. J'ai une grande appétence pour la littérature japonaise par ailleurs, et j'avais déjà au Rocher, en collaboration avec une amie Racha Bazied, japonisante, fait une collection portant plutôt sur les classiques, la littérature, des lacunes chez les classiques. Ça allait de Mori Ogai à Dazai Osamu, en passant par Yuya Shoten, d'Ayashi Fumiko. On avait fait l'histoire du manga de Paul Gravette, qui est vraiment une histoire de référence, et une histoire du cinéma également. Et quand j'ai effectivement fondé la maison, donc avec cette idée, c'est vrai que j'avais pas mon appétence pour le Japon n'était pas éteinte, et j'avais plutôt envie de créer quelque chose cette fois plus axé sur le contemporain, et de montrer une littérature japonaise, je dirais, plus mêlée, plus étrange, plus décalée que ce qui peut être la littérature japonaise classique que j'avais publiée avant, même si tout ça est relatif, mais l'image qu'on peut s'en faire. Donc on a créé une littérature un peu de mauvais genre, mélangée. Il y a du comique, il y a du fantastique. Alors Edogawa Rampo, c'est vraiment le fondateur de la Ruguru au Japon, qui a insufflé différents niveaux artistiques, du cinéma à la bande dessinée, à la littérature. Donc oui, on a développé cette littérature un peu de mauvais genre. On avait commencé par Takeshi Kitano, que j'aime beaucoup et qui reflète, que j'ai découvert vraiment dès les débuts en France, et qui a ce côté qui peut être à la fois tragique et comique. Il fait le clown à la télé, c'est le Patrick Sébastien de la télé là-bas, et en même temps il fait des films absolument bouleversants, Anabi d'une grande profondeur. Il y a du Tati, il y a du Chaplin, il y a du... J'aime ce mélange des genres. Pour moi, le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Charlie Chaplin, qui faisait rire et sur des choses graves, tout en étant d'abord un clown, un grand comique, mais qui pouvait aborder des sujets extrêmement puissants et profonds, et toucher beaucoup de gens. Moi, ce qui me plaît quand je fais ces auteurs des années 30, c'est pas juste pour l'histoire littéraire. C'est vrai que Benchley, moi, c'est un auteur qui m'a toujours
Là, quand un auteur n'a pas pris une ride dans 80 ans sur le comique, ça veut dire que c'est un classique. Enfin, c'est très dur de ne pas être daté dans le comique. La plupart de ce qu'on lit, du comique français d'aujourd'hui, sera illisible dans 10 ans, parce que c'est du comique, c'est de l'humour trop lié à la politique, à la satire d'aujourd'hui. Quand on lit les satiristes français des années 30, ça parle de choses qui ne nous parlent plus du tout. Tandis que ces gars-là restent, n'ont pas bougé. Bon, c'est vrai que c'est plus facile le temps passant, parce que les choses se décantent. Juger sur des jeunes auteurs d'aujourd'hui, c'est un autre, voilà, c'est un autre regard, mais c'est essentiel pour moi à la fois de nourrir, j'allais dire, les futurs. Et je suis très content quand il y a de jeunes écrivains français. Il y en a un qui est nourri de nos recherches depuis, qui adore Perelman, etc. Il me dit, donc c'est un jeune auteur romancier français qui n'est pas chez nous, qui fait d'autres choses, mais qui est très nourri de ces auteurs-là, qu'il a redécouvert. Donc c'est intéressant. Donc j'espère former ceux qui m'enverront des manuscrits et qui feront notre succès à l'avenir. Et on investit sur les... Ouais, on va pas faire que des vieux ou des morts. Du coup, une question plus générale avant vraiment de rentrer dans les textes, une question un peu faussement polémique pour te faire réagir. Mais en gros, pour être éditeur, il suffit de couler ses envies de lecture dans un moule et puis on fait des livres avec et puis on les vend. Non, ça c'est une recherche vraiment de longue durée. Et puis la rencontre aussi il y a 15 ans avec Thierry, qui était comme moi un fou du nonsense anglo-saxon. Et on a commencé à les traduire tous les deux. On continue à faire ça avec la maison. Non, c'est que là il y avait vraiment une lacune. Je pensais vraiment que... Et puis j'ai vu aussi l'accueil des livres qu'on a fait au Dilettante qui a été excellent, de ces auteurs. Donc on savait qu'ils étaient pertinents aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut aimer parce qu'on s'intéresse à... Il y a des choses que je ne republierai pas, même si moi ça m'intéresse de les lire en anglais, mais je n'en ferai pas, parce que ça intéresse pour l'histoire littéraire, mais c'est pas forcément pertinent actuellement. Il y a tellement d'efforts, de travail pour la commercialisation de défendre un livre aujourd'hui, qu'on est obligé d'être persuadé qu'il est pertinent aujourd'hui, de quelque part. Enfin, ça c'est vraiment... c'est pas un caprice. Exact. Non. En plus, j'ai travaillé pour des maisons plus grosses avant, dans des domaines, je dirais, plus thrillers américains, qui sont sur des prix, avec une concurrence, etc. On sait que, on est parti dans une réflexion. Et sur le Japon, c'était pareil, il y avait de la place aussi, il nous semblait qu'il y avait un manque, voilà. Alors après, on a Philippe Piquet en France qui depuis 20 ans fait un travail extraordinaire, et loué soit-il, quoi, mais il ne peut pas non plus tout faire, et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, il n'y avait pas non plus beaucoup de collections japonaises en France, spécialisées vraiment, et il me semblait que sur cet angle, il se trouve que j'ai découvert, j'avais Steve de Kitano, mais surtout j'ai découvert Ego Kuda, qui me semblait un auteur tout à fait majeur à publier en France, quand on a publié 2 livres qui ont très bien marché d'ailleurs. On est à avec le poche, on a plus de 13 000 sur le premier livre de Kuda, c'était quand même... Pour un auteur qu'on fait découvrir, pour un petit éditeur, c'est quand même... on se bat pendant des années pour le faire, donc ça fait toujours plaisir. Ça compense tous les enfants mal aimés, qu'on continue à aimer, mais qui n'ont pas forcément rencontré leur public. Mais... je ne sais plus où était la question. En fait. Il n'y avait pas de question. Ah, c'est ça. Il y avait un piège. Je me disais bien. Donc voilà, au niveau de... Je finis, non, je conclus. Donc c'est pas si... Donc, et la collection japonaise, c'était pareil. C'est vraiment... j'avais différentes autres collections, idées de collection. Je suis un grand fan de BD, on en reparlera. Et à l'origine, quand voilà. Après, je trouvais que le domaine, trouver ma place, il y a beaucoup de maisons. En plus, il faut un travail déjà excellent sur un domaine. J'ai plusieurs idées de collection. Voilà où je me suis dit, on ne peut pas non plus aller... Ce qui m'intéressait le plus avec Combat, c'est d'explorer des lacunes éditoriales, mais réelles. Alors, on peut discuter sur le Japon, mais on fait quand même des auteurs qui n'avaient pas été découverts par ailleurs. Et quant à l'idée de littérature comique, les seules collections, il y a eu 2 collections approchantes, les Insensés, donc c'est la collection Humour secret de Jacques Sternberg qui date des années 60, qui a eu 10 titres,
Et puis il y a des proximités avec, au début des années 80 notamment, la collection Point Virgule, qui réunissait à la fois Topor, des proches d'un côté, et Woody Allen et les Marx Brothers de l'autre. Donc ce mélange-là était un peu chez Point Virgule, qui n'existe plus en tant que tel depuis, et qui avait fait des textes un peu dans cette... Moi je lisais ces textes-là, quoi. Et voilà, mais il y a aussi le constat, j'avais plus de Point Virgule, l'humour secret, je ne sais pas connu, c'était ancien, mais... Et ça montre bien qu'il y avait une lacune éditoriale, c'est-à-dire qu'il y a eu un découpage littérature et humour avec les bons. C'est mélangé, livres de blagues, de gens de la radio, de la télé, donc on peut trouver des chefs-d'œuvre de Woody Allen ou de des proches à côté de choses vraiment pas bon, pas bonnes du tout, quoi. C'est un peu une auberge espagnole. L'idée c'était quand même, nous sont les véritables auteurs littéraires, connus comme tels, tous. On va attaquer la présentation un peu du catalogue. Oui. Alors il y a une figure qui revient assez régulièrement, c'est celle que tu appelles du maths professeur. Oui. On a commencé avec le texte de Will Cuppy, donc c'est des chroniques zoologiques, pas dénuées d'humour. On a déjà un peu ça, et puis après il y a d'autres auteurs qui explorent ça de manière un peu plus profonde. Alors Roger Price notamment, avec Le cerveau à sornettes. Et puis là, pour parler de la nouveauté aussi, et pour parler d'un classique, du coup, le professeur Choron en français. Tout à fait. Là, on a c'est créé quoi un maths professeur déjà? Alors, c'est-à-dire que le nonsense anglo-saxon, Robert Benchley était le premier à jouer le maths professeur dans une sens du mot. C'est l'auteur du New Yorker des années 1900, qui a écrit entre 1920 et 1940 à peu près. Et il faisait beaucoup de parodies de scientifiques ou de discours professoral. C'était un peu sa spécialité. C'est une manière aussi de casser le jargon du langage, la manière dont le langage est aliéné par tous les jargons d'experts ou de spécialistes, et c'est pas nouveau, ça a toujours, le langage a toujours... Et donc cette manière de décortiquer en jouant le professeur fou, Robert Benchley fait des textes, là, l'économie pourquoi faire, qui sont des textes réunis sur l'économie, qui sont sortis il y a 6 mois. Il joue l'économiste, etc. Et c'est juste après la crise de 29. Et il parle du rapport aux banques. C'est exactement ce qu'on a vécu avec la crise, ça se répète. Et c'est comme si Woody Allen vivait la crise de 29. Quoi. Et il joue le professeur d'économie. Donc il fait, alors on m'a demandé des conseils, comment régler l'économie, qu'est-ce que je pense des affaires, qu'est-ce que je pense, alors les problèmes de l'Europe, qu'est-ce que je pense de l'Europe. Alors il se bat, il trouve qu'il y a trop de blondes à Paris, il se dit il y a une invasion de blondes, on est en 1933, et il dit ça doit être un coup des Allemands, ils envahissent, il joue le professeur avec cette ironie, cet esprit de sérieux tout à fait loufoque, où les absurdités, où le renversement de la logique montre l'absurdité du discours. Mais c'est une figure effectivement qui est aussi bien anglo-saxonne que française, parce que Roger Price dans les années 50, qui est un autre comique américain, lui qui passait à la télé, qui avait des émissions de télé, jouait aussi au professeur loufoque. Aujourd'hui en France on a le professeur Rollin, qui est tout à fait dans cette lignée. Il y a eu le professeur Choron, et c'est une figure transversale. Et ce qui est drôle, c'est qu'on la retrouve aussi bien dans l'humour, dans le comique américain que dans le comique français, où il y a eu, de toute façon, après-guerre, beaucoup de... Ils se lisaient, les Français lisaient les Américains. Les mecs d'Harakiri connaissaient bien. Ils connaissaient tout ce qui était, ils étaient très copains avec Sternberg, ils lisaient toutes les traductions. Et du coup, donc, tu inities une collection de poches humour avec Choron. Voilà, mais je trouve que les livres sont trop chers, donc on fait ce qu'on peut, et donc on crée une petite collection de poches, où là, ce serait du petit texte comique, là, c'est à 6 €. Et on l'initie avec le professeur Choron, donc fondateur d'Harakiri, cofondateur avec François Cavana, 1960-1985. Je pense une revue légendaire. Il faut connaître le Harakiri mensuel, c'est vraiment légendaire, il y a tout. C'est une richesse artistique extraordinaire au niveau graphisme, au niveau texte. C'est une revue qui est tout à fait étonnante quand on voit sur 25 ans le nombre de gens qui sont passés talentueux est tout à fait impressionnant. Il n'y a plus vraiment de revue comme ça. Et donc le fondateur, alors Choron c'est le maths professeur, alors là...
Et philosophe. Il dit ce qu'il pense de la vie. 60 pages. C'est totalement décapant. Enfin, je sais pas. Professeur Choron, comment recevez-vous l'interdiction de fumer dans les gares? Nous n'aurons plus le droit que de nous faire mordre le cul par des chiens policiers tenus en laisse par les chefs de gare. Ce sont des chiens féroces qui ne portent même pas de muselière. C'est pourquoi je recommande de fumer afin d'être à tout moment en mesure de se défendre contre l'agresseur canin. Si le chien attaque, on lui écrase un mégot sur son gros museau humide. La bête féroce détale en hurlant et pour se venger bouffe le chef de gare. La cigarette constitue donc une arme de défense. Un mégot brûlant dans l'œil du violeur en rut et le viol n'a pas lieu. On oublie trop souvent de mentionner les aspects positifs du tabagisme. Voilà, la démonstration par l'absurde, c'est le maths professeur encore. Donc finalement, il y a des affinités entre Robert Menschel et le professeur Choron qui sont tout à fait... Alors maths professeur effectivement comme figure, mais finalement la science comme figure provocatrice d'absurde, on la retrouve aussi dans Black No More. Oui. C'est ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Alors, c'est-à-dire que... Alors là aussi, je vais parler parce qu'on est éditeur. Enfin, sur le français, c'est plutôt mon domaine. Sur le japonais, je travaille en collaboration avec Miyako Slocombe, que je vais citer, qui est ici, et qui a traduit La fille du chaos, le démon de l'île solitaire, et qui m'aide à choisir les textes. Et oui, je voulais parler de Thierry Beauchamp. Donc, lui, c'est un camarade de lutte, puisqu'on s'est rencontrés il y a 20 ans. J'avais commencé à faire des petits textes sur le comique au Rocher, et je reçois une lettre. Il travaille à France Culture par ailleurs, et je vois ce que vous faites là. Donc on se rencontre, et il adorait les mêmes choses que moi, Stephen Leacock, Benchley, Perelman. Enfin, on avait lu tout ce qui était... Puis on lisait aussi ce qui n'était pas traduit. Donc, on a continué, on a mené des recherches, mais en parallèle, on s'est aperçu, donc on a l'habitude de faire nos recherches, et on croise nos recherches. Et c'est vrai que je m'intéressais au domaine de la littérature noire américaine, où là aussi, il y a beaucoup de lacunes sur des classiques de la littérature noire américaine qui ont été peu traduits en France. Ou alors, c'est des auteurs qui sont passés par le milieu du polar, où on peut parler de Chester Himes ou d'autres. Et donc, j'avais fait des recherches, et on a publié il y a 1 an et demi un livre de Melvin Van Peebles, auteur américain qui a aujourd'hui 85 ans, mais cinéaste, fondateur du cinéma Black Exploitation au début des années 70, avec, alors je me souviens jamais de ce titre, Sweet Mama's Badass Song, je crois. Voilà, il faut avoir le rythme en le disant. J'ai vu Melvin en concert, il est passé avec Archie Shepp en septembre à la Villette, 85 ballets, ça déménageait, ce mec a... Et donc Melvin Van Peebles a débarqué en France au début des années 60 et a fait prison aux rues, la Manche et tout ça, et s'est retrouvé entre 64 et 66 accueilli par Harakiri à écrire dans Harakiri, directement français alors qu'il avait appris dans la rue. Et il a fait un livre magnifique d'histoire de café. C'est Cavana par Chester Himes, c'est une drôle d'histoire. Il avait trouvé un job pour faire des interviews pour France Observateur, l'ancêtre de l'Obs. D'auteurs d'américains, puisqu'il était bilingue. On l'envoie interviewer Chester Himes qui lui dit il y a une revue, Chester Himes qui est à l'époque très connu à Paris, il a sorti La Reine des Pommes, il est publié à la Série Noire, il a des prix en France, il est plus reconnu en France qu'aux États-Unis d'ailleurs à l'époque. Ça vraiment Paris à cette époque-là, il y a, notamment sur les artistes noirs américains, il y a quand même une grande tradition de... Enfin, sur les écrivains américains en général, parce qu'on peut faire remonter ça à l'entre-deux-guerres aussi, avec Hemingway, etc. Il y a toujours eu un grand accueil, il faut noter, tout de même. Donc il va interviewer Chester Himes, et Chester Himes lui dit, il y a une revue là qui m'a appelé, des mecs, ils veulent qu'un noir américain qui écrit sur la situation d'Harlem, ce qui se passe en ce moment, on est en 63-64. Et donc il dit, moi j'ai pas le temps, il envoie Chester Himes, qui est accueilli par l'équipe, et qui va... Melvin Van Peebles, est accueilli par Cavana, et qui va... Super éditeur Cavana, faut pas oublier quel grand éditeur c'était, c'est pas simplement un écrivain. Et qui décide de publier des textes de Van Peebles. Donc on a réuni ces textes, il y avait un livre, mais alors qui était à peine sorti en 66. Et on a réuni ces textes qui étaient illustrés par Topor, parce que Topor était à Harakiri, donc ça donne un truc extrêmement poétique, formidable. À l'époque, c'est le grand écrivain français, poète André Ardelais, qui a écrit la préface du livre, qu'on a remise. Voilà, et donc on continue.
Et donc moi je fais ces recherches, et je fais des recherches, bon, il y a Melvin et Thierry découvrent Black No More, donc il a traduit. Alors c'est un roman écrit par George Schuyler, qui était un intellectuel noir américain des années 20-30, qui était publié dans les grandes revues, The Nation, de Mencken, de grandes revues aussi, Chicago Tribune, etc., spécialisées de littérature noire. Et en 1931, il écrit un livre qui va le faire haïr par tout le monde, en fait, aussi bien les racistes que le Harlem Renaissance, etc. Ça va le faire détester par tout le monde. Il a écrit Black No More. Il dit, pour régler le problème du racisme, il dit, qu'est-ce qui se passerait si Harlem, tout d'un coup, un inventeur disait, hop, j'invente une machine, vous êtes noir, je vous rentre dans la machine, 2 jours après, vous êtes blanc. Donc comme ça, plus de problème de racisme, vous serez plus stigmatisé. Et donc, il invente cette machine et tout Harlem se fait blanchir. Et toute la société américaine va se faire blanchir. Il analyse ce qui se passe. Le racisme disparaît-il? Et non. Et il prend par l'absurde et il va explorer, c'est un roman, on suit les aventures de Max Disher, qui est un jeune black de Harlem, qui est le premier à se faire blanchir en fait. Et qui est roublard et opportuniste. La raison, il veut se faire blanchir pour avoir accès à des endroits où il n'a pas le droit, puis surtout il est un peu... il y a une nénette dans un club blanc qui lui a tapé dans l'œil et il disait j'ai aucune chance si je suis noir, mais si je suis blanc... En fait, il va se rendre compte au fur et à mesure, il va finir, pour gagner de l'argent, il va finir par devenir un des porte-parole du Ku Klux Klan, l'ancien noir blanchi. Et il analyse de l'intérieur du Ku Klux Klan comment tout se passe. Et en fait, il montre que le système va réagir de façon tout à fait étonnante. Il analyse le système politique, tout le système américain. Qu'est-ce qui se passerait avec cette hypothèse? Ça donne un roman satirique, plus noir que comédie. Enfin, c'est vraiment une satire très très puissante et qui pose de manière très très profonde tous ces problèmes sans jugement moral à l'emporte-pièce et ça donne à penser. Voilà. C'est le comique qui aide. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie satire, comme Jonathan Swift en faisait. Enfin, c'est une autre tradition la satire. Puis pour dire littérature comique, on pourrait dire, soyons sérieux, Rabelais c'est de la littérature comique, que Molière c'est de la littérature comique. Enfin, c'est un sens large. Ne me dites pas que Molière ou Rabelais n'utilisaient pas des procédés comiques très très puissants, très fins, très intelligents pour faire la littérature. C'est ce que font ces gens-là. Donc c'est pas... Je trouve plus dur de faire du comique que de faire du mélo, par exemple. Là, on a vraiment un roman qui est en plus extrêmement efficace dans son écriture. Oui, un truc qu'on lâche pas et qu'on a envie de dévorer. Et avec un constat effectivement à la fois drôle, mais en même temps complètement amer. Oui. Du coup, je voulais en lire un extrait. Et le problème, c'est que quand on commence à en lire un extrait, c'est difficile. C'est difficile de s'arrêter. Donc, j'ai pas trouvé. Oui, non, c'est difficile à découper parce que c'est un vrai... Alors, c'est vrai que d'habitude, on n'a pas trop de mal de lire, trouver des petits extraits chez les auteurs textes courts, mais ça prouve que c'est un vrai roman. On peut pas, c'est vraiment... Et puis il y a une répartie dans les dialogues aussi, il y a un style... Il y a un langage, parce que claque, Thierry est un traducteur aussi, de vraiment... il fait des choses... voilà, je lui ai confié la poésie de Bukowski jadis, c'est pas pour rien. Thierry Beauchamp, puis là, il publie pas mal de choses chez les indépendants, il commence à... Oui. Mais bon, il connaît très très bien et il y avait tout un travail, effectivement, il y a aussi un petit travail sur le langage à faire dans les dialogues, parce qu'il joue sur des accents, etc. Donc effectivement, il y a des choses... Oui, il y a un vrai travail sur la langue. Ouais. Donc du coup, je botte en touche pour un extrait de Black No More, mais je lis un extrait d'autre chose qui va... On va rebondir là-dessus. C'est un extrait de Roland Topor, Joko fête son anniversaire, a priori, aucun rapport. C'est le chapitre 5 qui s'appelle « Il y a des limites ». Alors pour vous faire juste un tout petit topo sur Joko, c'est l'histoire d'un homme qui en partant au travail se fait sauter sur les épaules par quelqu'un devant un hôtel et qui lui dit « Maintenant tu me conduis au congrès ». Et Joko refuse parce qu'il ne voit pas pourquoi il conduirait quelqu'un qui lui a sauté sur les épaules de manière bien cavalière. Donc il le vire, puis il vire une deuxième personne et il retourne à son travail. Et là il y a quelqu'un qui raconte un truc de fou, c'est qu'il s'est fait sauter sur les épaules par quelqu'un, il l'a amené au congrès et en échange il a eu un sacré paquet de pognon. Et puis finalement tout le monde va aller devant l'hôtel pour se faire sauter sur les épaules pour essayer de ramasser le pactole. Joko il n'est pas convaincu. Les jours qui suivent permettent aux employés de se familiariser avec les congressistes.
Ces derniers sont devenus l'unique sujet de toutes les conversations dont Joko se trouve exclu puisqu'on ne veut pas de lui malgré son assiduité à l'hôtel Concordia, parce qu'il a bien essayé d'y retourner après. Mais comme il avait envoyé bouler 2 personnes, on a dit c'est une monture un peu capricieuse. Quand on refuse Uber vous refuse. Il est le témoin qui doit se contenter d'écouter en silence les récits fabuleux de ses collègues. Il a bien essayé de combattre cette vogue avec son stylo bille par exemple, un cadeau qu'on lui a fait pour son anniversaire. Mais il n'a réussi à susciter qu'un intérêt de faible durée. Les employés préfèrent comparer leurs opinions sur les différents passagers qu'ils ont pris l'habitude de désigner sous le vocable de sac. Il y a de bons et de mauvais sacs. Ainsi, de l'avis général, Vanda est un bon sac, elle paie bien et on peut taper dessus. Un autre congressiste, Panton, n'est pas une affaire, celui-là sent mauvais et tache souvent le costume. À sa décharge, il faut dire qu'il n'est pas avare. Le gros monstre graisseux, le professeur Crank, est généreux quand on va vite, mais il est d'une humeur exécrable. Sir William Barnett présente de nombreux avantages. Son seul défaut est de donner de fréquents coups de pied dans le ventre. Et ainsi de suite. Peu à peu, Joko apprend à les connaître comme s'il les portait lui-même. Gunnar Adder, en maillot de fourrure. Pozzi, au système pileux abondant. Le docteur Fersen et ses bons yeux de myope. Il vibre avec les autres de joie ou d'indignation. Mais il n'a pas le droit à la parole, il en souffre même s'il feint de ne s'intéresser qu'à son stylo à billes. Aujourd'hui, dit un employé, j'ai eu Pozzi. Vous parlez d'un sac, il n'a pas arrêté de mâcher un de ses satanés chewing-gum. Ce qu'il a pu m'agacer. Mais quand il a voulu me le coller derrière l'oreille pour le reprendre au retour, alors je lui ai carrément dit non. Vous auriez dû voir sa tête, il n'en revenait pas. Je lui ai dit, écoutez monsieur Pozzi, je n'ai rien contre vous, vous êtes correct, mais il y a des limites. Que vous soyez obligé de vous faire porter, c'est votre affaire. Je ne dirai jamais rien contre vous, chacun a le droit de vivre comme il l'entend. Mais pour le chewing-gum, pas question. Vous me donneriez 1 million, je vous dirais la même chose, inutile d'insister. Tous les employés sont d'accord. Il y a des limites. C'est exactement ce que j'aurais répondu, approuve Bavastro. Et qu'a-t-il répondu? C'est tout juste s'il n'a pas fondu en larmes. Il m'a dit que j'avais raison, que c'était lui qui abusait, que j'avais bien fait de le remettre à sa place. Il a fait machine arrière. Tous les midis et tous les soirs, Joko ne peut s'empêcher d'accompagner les autres à l'hôtel Concordia. Il demeure à l'écart et suit parfois un couple de loin pendant une centaine de mètres. Les employés ont pitié de Joko. Ils se rendent compte qu'il est victime d'une injustice. Comme il n'a jamais avoué sa conduite du premier jour, ils n'en comprennent pas la cause. Il s'est borné à évoquer la dispute avec le professeur Crank, mais cela n'a étonné personne. Il faut que tu leur parles, lui conseille un employé. Si tu n'éclaircis pas ce malentendu, le fossé s'élargira entre vous. Pourquoi ne leur proposes-tu pas un voyage gratuit? Tous les employés seraient cris. Un tel procédé est déshonorant. Ce serait de la concurrence déloyale. Les congressistes ne comprendraient pas plus pourquoi les autres se font rétribuer. Joko assure qu'il n'a pas l'intention d'en arriver là. Voilà qui est sage, dit M. Battista. Un voyage gratuit ne vous apporterait pas leur sympathie. Ils imagineraient votre transport de mauvaise qualité, dépourvu de confort et de sécurité. Puis encore, ils pourraient y voir une marque de mépris. Non, croyez-moi, n'intervenez pas. Je me charge de plaider votre cause. Je suis au mieux avec l'un d'eux. Ils me croiront puisque je suis votre chef. Ayez confiance et faites le mort. Et Joko promet. Malheureusement, son cas est grave. Lorsque M. Battista rapporte l'effet de sa démarche, Joko comprend qu'il lui reste peu d'espoir. Vous m'aviez dissimulé la vérité, Joko, lui dit M. Battista sévère. C'est une grave erreur. J'ai parlé à ces messieurs-dames, ils vous ont mis sur leur liste noire. Sur leur liste noire? Moi, c'est injuste. Que voulez-vous? Ils refusent de passer l'éponge, explique M. Battista en poussant un soupir de découragement. Pour eux, vous êtes dangereux. Ils pressentent que vous avez sauvagement attaqué Sir Barnett et blessé Vanda. J'en suis désolé pour vous, mais ils ne vous aiment pas. Avez-vous parlé avec Vanda? Demande Joko, éploré. Avec elle et avec les autres, tous sont du même avis, ils ne veulent pas de vous. Si ce qu'ils m'ont raconté est vrai, on ne peut guère leur en tenir rigueur. Vous avez été trop loin, il y a des limites. Peut-être finiront-ils par vous pardonner un jour, mais si vous faites preuve de bonne volonté. Croyez-moi, Joko, ce ne sont pas de mauvais chevaux. Joko regarde mélancoliquement son stylo à billes. Il a envie de pleurer. Oui, alors Topor, alors c'est un auteur, c'est notre auteur le plus présent au catalogue, parce que c'est notre 7e livre de Topor qu'on sort. C'est un très très grand artiste, très riche sur plusieurs plans artistiques. Alors, Joko, c'est un court roman paru en 69, un roman très dialogué. On est entre Kafka et Beckett, voilà.
Et c'est en fait, Topor était un grand consommateur de taxis. Il a toujours vécu à Paris la nuit essentiellement, depuis les années 60. Donc il a fait un hommage à la métamorphose de Kafka, mais appliqué à l'ubérisation des taxis. Et donc en cela, en 69, il avait, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin quelques décennies d'avance sur les problèmes actuels. C'est une relecture de la théorie du maître et de l'esclave, avec l'aliénation du travail, qui est celle qui s'est révélée de plus en plus mordante aujourd'hui, et qu'il décrit à la manière d'une fable kafkaïenne, à la manière de la métamorphose. Joko, alors il écrit, le roman est publié en 69, mais c'est un roman très dialogué. 69 chez Buchet-Chastel, il a le prix de Magot, il n'a jamais été réédité depuis l'époque, donc voilà, c'est la première fois qu'on le ressort. Et ensuite, il en fera une version pour le théâtre qui publiera à la fin des années 80, et Joko sera représenté au théâtre et a été représenté. Il faut savoir que Topor a quand même une carrière théâtrale internationale, il est représenté toujours régulièrement, il a été représenté souvent en Angleterre, au Japon, en Allemagne. Voilà, donc, alors la version théâtre qu'il a publiée 30 ans après, parce que parallèlement on est en train de publier pour la première fois le théâtre complet de Roland Topor, Théâtre Panique, qui est ici. Donc voilà, là il y a un volume de ces 3 premières pièces, et on publiera en fin d'année un volume des 3 pièces suivantes, dont la version théâtre de Joko. Le texte qu'on publie indépendamment, c'est vraiment la version, c'est la version roman initiale, tel qui a eu le prix des Deux Magots en 69. Donc, voilà. Dans ce que j'ai lu pour préparer la soirée, Ouais. Joko finalement c'est presque un texte central, tant je trouve qu'il touche à énormément de choses. Topor, c'est la colonne vertébrale. C'est un auteur. Et puis, alors là, on revient à des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire qu'avec tout, j'ai dû éditer à peu près 500 livres en 20 ans. C'est-à-dire toutes les collections que j'ai, sans exagérer. Le premier auteur que je suis allé voir pour publier en 1995, c'est Roland Topor. Je voulais déjà publier Roland Topor, donc c'est dire que c'est pas une idée de beaucoup de ces auteurs, ça fait 20, 25, enfin voilà. Mais les anciens en tout cas. Ça s'est pas fait, mais finalement je l'ai publié au Rocher plus tard. Malheureusement, il est décédé en 97, soudainement, alors qu'on est en train de faire son dernier livre, enfin dernier livre près. Et l'histoire, c'est que après il y a eu un long, voilà, son décès. J'ai connu son fils, mais j'ai perdu son contact. Et quand on a fondé la boîte, qu'on s'est retrouvés, je me souvenais, j'avais lu, Roland Topor avant sa mort m'avait laissé un recueil de nouvelles originales qui s'appelait Vache Noire. Et donc j'avais gardé que le sommaire. Et quand j'ai retrouvé le fils de Roland Topor, il a fouillé, il a retrouvé le manuscrit original qui correspondait à mon sommaire. Donc on a édité Vache Noire, donc qui étaient les inédits que Roland avait laissés. Donc il y a un travail, et effectivement pour moi Topor, j'ai exploré sa bibliothèque que son fils a, et je vois à quel point il est nourri. C'est un connaisseur de Kafka, d'Alfred Kubin, de Bruno Schulz, de Gogol évidemment. Donc ça insuffle toute sa littérature, enfin ses références sont tout à fait. C'est vraiment quelqu'un qui est dans cette lignée. Alors lui, sa lignée, il y a un mélange. Alors, c'est pas la lignée américaine, il est juif polonais. Ses parents sont installés en France pour fuir les pogroms dans les années 30, et lui-même enfant s'est retrouvé enfant juif chassé et caché. Il a failli il échapper à des rafles, etc. Donc Topor, c'est quelqu'un qui a pratiqué la peur très, très tôt, l'angoisse très tôt. Et il a laissé un superbe texte qui s'appelle « Je suis né un soir près de l'abattoir », où il raconte ça. C'est une sorte de chanson quoi, magnifique. Donc c'est quelqu'un qui a, oui, l'humour noir, là c'était... pour moi, c'est la colonne vertébrale, Topor, parce qu'il a laissé une œuvre littéraire qui est méconnue. Beaucoup de gens connaissent Le Locataire de Polanski, peu savent que c'est une adaptation du roman de Topor, Le Locataire chimérique, et il a connu Polanski. Alors Polanski a eu le même parcours, juif polonais aussi, donc ils avaient tout pour s'entendre. Et Topor, dans ce livre, analyse aussi ce que c'est que d'être un étranger dans une ville. Il a fait d'ailleurs une magnifique pièce de théâtre qui s'appelle L'hiver sous la table, qui a eu un succès à l'époque, adapté par Zabou Bretzman avec Isabelle Carré dans les années 2000, qui sera dans le volume 2 du théâtre, qui raconte l'histoire, c'est une traductrice, etc., qui sous-loue son dessous de table à un immigré de l'Est. Et lui qui est cordonnier.
Donc il coexiste, c'est pour l'aider à payer son loyer. Et c'est l'accueil des voilà, l'accueil des migrants. Mais en fait, c'est inspiré de l'histoire de son père aussi, qui était peintre, et pour nourrir sa famille, qui a dû devenir tanneur, voilà. Et dans l'esthétique, on se rapprocherait presque, et la fin de Joko, on est presque dans une esthétique japonisante d'horreur héros-bourreau. Alors, ah oui, alors une espèce de bascule dans... Il y a différents liens, c'est-à-dire c'est l'humour grotesque des pays de l'Est, que moi j'adore, enfin ce sens du grotesque et de l'absurde, comme quoi les... Alors il y a une question c'est difficile d'y répondre, qu'on pose souvent, c'est y a-t-il un humour français, un humour anglo-saxon, des humours par peuple Alors il y a des traces, mais en même temps entre Woody Allen, qui est de l'humour juif new-yorkais, mais inspiré, qui est Perelman, qui a donné la forme textuelle de l'humour juif new-yorkais dès les années 20, et Topor, c'est une autre forme d'humour juif, mais c'est pas nourri des mêmes forcément. Mais il y a beaucoup de croisements. Topor lisait énormément, il connaissait très bien Damon Runyon, il s'en a inspiré pour Café Panique. C'est quand même... il suffit de lire Mémoire d'un vieux con, qui est une parodie formidable de mémoire prétentieuse artistique, pour voir le nombre de références qu'il connaît très bien. C'est un très grand artiste, très complet, dont l'œuvre littéraire reste encore à... Enfin, on a un écho avec Roland Topor, certain, ça il n'y a pas de doute. Le théâtre du Rond-Point là, va faire une semaine en décembre, il va y avoir une grande expo à la Bibliothèque nationale, enfin, de ses dessins et de ses manuscrits au printemps prochain. C'est un artiste qui aujourd'hui, souvent les artistes, quand ils meurent ou qu'il y a il y a 10 ans de passage à vide, et puis tout d'un coup, ils ne viennent pas des classiques forcément immédiats. Ben, voilà. J'ai aucun doute sur le fait que Topor est un artiste de grande envergure. Et on va faire c'est la colonne vertébrale en fait. Parce il a participé à Harakiri de 60 à 64. Il remplissait des pages et des pages dans Harakiri. Donc après ils s'en éloignaient, mais il est toujours revenu. C'est un compagnon de route. Et en même temps, ce qu'il a fait dans le théâtre, dans le dessin animé, dans le cinéma, Marquis, c'est le plus beau film que j'ai vu sur le Marquis de Sade, c'est Marquis de Topor Exoneux. Non, c'est vraiment un artiste extrêmement riche et surtout qui a une production très importante. Tu parlais d'ubérisation de la société avec Joko, fête son anniversaire. Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi plus généralement dans les ouvrages que tu publies. L'humour, c'est aussi faire rire les gens, c'est aussi pratique pour leur asséner un coup de poing et leur rappeler la réalité en pleine face. Oui, une charge sociale peut-être, politique. Oui, parce qu'il y a toujours, c'est pas... alors voilà, c'est-à-dire l'humour, l'humour de complaisance, de connivence, un peu facile, c'est pas vraiment... C'est pour ça que je préfère le terme de comique, parce que ça me semble au moins un peu plus net dans la définition. Et le comique chez Topor, comme chez Kafka, il y a du comique, c'est de l'absurde. Il y a des procédés comiques et des dialogues comiques tout le temps, comme chez Beckett, comme chez Topor. Enfin, c'est peut-être pas très sensible là, mais dans ces pièces, c'est tout à fait évident. Et Topor avait une phrase, et d'ailleurs très intéressante, c'est dans Pense bête, donc de mémoire, c'est le non-sens, c'est plus proche du réel que la raison qui ne sert qu'à le supporter. Donc c'est l'idée que le non-sens va plus loin, explore plus loin le réel. La raison est un masque en fait, qui nous sert à supporter le réel. Mais c'est le non-sens donne un coup de hache. Topor en polonais ça veut dire la hache. C'est le coup de hache, c'est-à-dire utiliser le comique, pour certains ça peut être le fantastique. C'est pour ça qu'il y a des liens aussi avec la manière dont Rampo utilise le fantastique pour provoquer un décalage. Et souvent, pour aller plus au fond des choses, il y a une grande lucidité chez sans doute chez tous les écrivains réunis. Il y a une phrase assez géniale dans la préface, qui est citée dans la préface de Joko, sur la manière de concevoir le monde et de le rendre dans ses pièces par Topor. Dans une émission de Christine Bravo de 1990 consacrée à la publication simultanée du Sacré Livre et d'une reprise de Joko au théâtre du Petit Montparnasse, à la question « C'est votre truc le sadomaso ?» Topor répondra « Non, le sadomaso c'est le truc des autres. » Eh oui. La cruauté. C'est la théorie philosophique non seulement du maître, mais c'est surtout de la servitude volontaire. C'est l'histoire de la servitude volontaire. Pourquoi les hommes acceptent ça? Alors une autre forme de servitude volontaire, dans Au secours, un ours est en train de me manger. Ah oui. Là c'est pareil, je vais vous en lire un tout petit passage, et puis on va en parler un peu après.
Alors au secours, un ours est en train de me manger. C'est l'histoire d'un chef de pub qui emmène son équipe en camping en Alaska pour tuer les ours pour faire un événement de team building. Et il sadise son équipe, il sadise sa femme, il a emmené sa femme et sa maîtresse en même temps pour les sadiser, il a des objectifs secrets. Et très peu de temps, en fait le roman commence au moment où, après s'être énervé et être parti du camp avec son 4x4, il a crevé sa roue, et en changeant sa roue, il s'est fait tomber la voiture dessus. Et la voiture, l'essieu lui a écrasé les deux jambes, et un ours a débarqué à ce moment-là, et commence à lui grignoter les pieds. Et donc il est tout seul coincé sous cette bagnole avec cet ours et il est en train de... il commence à monologuer sur ce qui lui arrive et il prend à partie le lecteur. Et il tient, c'est réaliste, il tient parce qu'il est bourré de drogue. Il adore les drogues, il adore son 4x4, il adore les drogues aussi. Comme tous les vrais mecs cool américains. Non, j'adore les personnages de connards formidables. Ça en est un formidable. Il n'y a rien de plus réjouissant. Je vais lire le début et puis un petit passage vers la fin qui donne son avis sur l'Alaska et l'endroit où il est coincé. Vous pensez que vous avez des problèmes ? Moi, je suis en train de me faire dévorer par un ours. Ah mais désolé, toutes mes excuses. Hein. Écoutons donc vos problèmes. Alors comme ça, votre patron est méchant avec vous. Et votre voiture vous cause des soucis. Et vous vous inquiétez pour l'environnement, tiens donc. Votre environnement vient juste de me bouffer un pied. Je pisse mon sang sur votre environnement. Et ce n'est pas ce qui me soulagerait de toute la souffrance et de la peur que j'éprouverais si je ne m'étais pas aussi bien prémuni contre les sensations déplaisantes en avalant tout un tas d'analgésiques aux propriétés miraculeuses. Enfin, piètre consolation. Je peux donc à présent affirmer sans crainte d'être contredit que mes problèmes sont pires que les vôtres. Alors fermez-la avec vos problèmes, ok ? Bon, si vous étiez réel, et si vous étiez vraiment ici, et si vous étiez quelqu'un de bien, je suis sûr que vous auriez déjà appelé les secours. Ou peut-être vous seriez-vous réfugié dans un arbre, mais quand l'ours aurait cessé de me mâcher et serait tranquillement reparti chez lui, vous seriez sans doute descendu de votre perchoir à l'opette, vous auriez pris mon pouls, et m'auriez demandé si je me sentais bien, ou plus exactement si je n'étais pas encore mort. Une fois la certitude acquise que je n'étais pas encore mort, vous auriez couru chercher un garde forestier ou une ambulance tout-terrain ou un hélico de sauvetage dont le rayon d'action serait suffisant pour atteindre cet endroit perdu, au milieu des immensités sauvages et stupidement pittoresques de l'Alaska. Une équipe de secours serait venue s'occuper de moi pendant qu'une colonne de recherche se serait lancée aux trousses de ce damné ours noir pour lui exploser sa grosse tête poilue. Et dans l'idéal, il y aurait aussi une dépanneuse pour remorquer mon Range Rover jusqu'au concessionnaire d'Anchorage. Et là, j'aurais fait jouer mon assurance tout risque, si coûteuse, mais si précieuse, pour que ma pauvre et adorable machine roulante fût réparée, briquée, révisée et ravitaillée en attendant ma complète guérison. Et puis tous les deux, c'est-à-dire moi et ma voiture, nous aurions repris la route dans le soleil couchant et nous ne serions plus jamais aventurés au nord de Vancouver. Ça ne s'est pas passé comme ça. La nature est une épine dans le pied de l'humanité. Le temps de la nature est bel et bien révolu et je hais cette putain de nature. Je la hais, je la hais, je la hais. Une fois de retour à la maison, j'éliminerai la nature de ma vie, en commençant par Wagner. L'Amérique avait presque écrasé la nature. C'est son chien. L'Amérique avait presque écrasé la nature dans les années 50, mais ces chevelus caresseurs de baleines se sont faufilés dans l'infrastructure de la société et ont désactivé notre résolution. Ils ont déclaré le cessez-le-feu avec la nature. Mais la nature ne sait pas quand s'arrêter. La nature n'arrête pas de chercher la bagarre et je jure, sur le tableau de mon Range Rover, que la nature va trouver à qui parler avec moi. Je suis un homo sapiens, un humain, et les humains gouvernent cette planète. La nature est à notre service et la nature finit dans nos sandwichs. La nature pourrait se contenter de nous fournir du crabe royal frais, du saumon sauvage chinook et des bois exotiques pour nos mini-bars, mais non, la nature ne veut pas rester à sa place. La nature veut péter plus haut que son cul. Alors voilà ce que je lui dis. Nature, tu es viré. Alaska, ta cour est un vrai bordel et les voisins s'inquiètent. Ton étendue excessive de nature incontrôlée doit être tondue et taillée. Tes forêts sont des camps d'entraînement pour des ours terroristes. Nous devons les débiter en rondins. Les pistes traversant ta toundra sont pleines de dangers. Nous devons les aplatir, les niveler et les paver. Les réserves de pétrole et de gaz naturel pourraient exploser à n'importe quel moment. Il est urgent que nous les épuisions. C'est assez tragique avec les événements récents.
Tu as besoin d'antennes relais pour nos téléphones mobiles, de commerces de proximité ouverts 24 heures sur 24 et d'autoroutes gratuites brouillantes de flics. Tu as besoin de routes nationales, de copropriétés, de panneaux d'affichage, d'un tas de panneaux d'affichage. Tu as besoin de marchandises et de services, de radio DMX et de télévision en direct. Tu as besoin de connexion Internet sans fil dans tes voitures. L'Amérique sera alors protégée de la menace de la nature. Sur la place de l'humain au sommet de la chaîne alimentaire, je me permets juste de vous placer Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message qui vous fera beaucoup moins rire. En revanche, dans la lignée de ce... Non, mais c'est... Il y a deux... c'est vrai que il a réussi ce... Oh, on est finalement encore chez Hegel. Là, c'était la servitude volontaire. Là, c'est nature-culture. Nature vs culture. C'est comme un peu Avengers contre... c'est traité à la manière d'un Américain d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il renverse tout. Enfin, c'est... Non, le roman est vraiment... Il y a deux... on a une première demande d'adaptation de quelqu'un qui voulait le monter au théâtre, puis il n'a pas trouvé de dispositif. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille dessus. Donc, une des demandes spontanées, c'est vrai, de jeunes metteurs en scène français qui étaient intéressés. Donc, ça effectivement, à la lecture, là, il y a aussi un... Ah, puis il y a le côté jubilatoire de voir c'est c'est jubilatoire, vraiment c'est un connard. Mais... Ah ouais, j'adore. Mais c'est comme le... Pardon, j'ai un petit trou. La conjuration des imbéciles, voilà. Oui. Il y a aussi qu'est-ce que c'est extraordinaire, ce John Kennedy Toole. Voilà, ça c'est formidable. C'est formidable ce type de personnage. Ça peut porter. Il est persuadé de la justesse de ses opinions. Oui. Et il passe son temps à démontrer qu'il a raison. Et plus il passe son temps à démontrer qu'il a raison, et plus on voit à l'étendue à quel point c'est un connard. Du coup, autre chose. Là, bon, on va peut-être pas aller plus loin pour celui-ci parce que je crois que l'extrait est assez éloquent et du coup, vous avez eu tout le truc dans la lecture. Il y a quelque chose de plus physique sur lequel je voudrais revenir, c'est la place de l'illustration. Tu as parlé de Topor qui est illustrateur. Oui. Alors, de fait, on n'a pas parlé d'une troisième collection. On a parlé de la collection japonaise, on a parlé des instancés, mais il y a aussi une petite collection illustration au Wombat. Oui, alors c'est. En fait, l'illustration est à la base, parce que le comique et le dessin ont toujours été très liés. Les auteurs du New Yorker, ils publiaient en New Yorker, mais leur texte est illustré. Il y avait des grands artistes, et quelqu'un comme James Thurber était à la fois écrivain et dessinateur. Harakiri, même chose. Roland Topor était à la fois écrivain et dessinateur, GB était à la fois écrivain et dessinateur. Enfin, donc séparer, pour moi, ça me semblait évident, notamment sur le comique. De faire, et puis j'adore, moi j'ai été critique de BD, je suis collectionneur fou, j'adore ça, et surtout on a une chance extraordinaire, il y a une génération d'artistes, dessinateurs depuis quelques décennies en France, et avec depuis les années 90 l'association s'est renouvelée, et qui était très peu, je travaillais dans des maisons de littérature, faire appel à des dessinateurs de BD, ça semblait... Donc moi j'ai commencé par faire appel à Lévis Prud'homme, après j'ai pris Glenn Baxter, enfin après des gens dont c'était la première fois qu'on leur demandait d'illustrer un livre, comme si GB, avec qui j'ai passé jadis tout un repas, parlait de sa relecture de Huysmans, comme si ces gens-là, parce que t'es dessinateur, tu lis pas de livres. Aujourd'hui ça... Enfin bon, donc je suis très content, puis en plus moi ça fait sens, enfin je veux dire, la manière dont les artistes rebondissent sur les livres, c'est très très puissant. Topor, je mets les dessins de Topor, GB, je fais les dessins de GB, et il y a des affinités extrêmement fortes. J'adorais Joe Swart, celui qui a lancé la ligne Claire dans les années 70, qu'on appelait la Clare Ligne, qui est un très grand graphiste des Pays-Bas, qui vit... Quand je lui ai parlé de Benchley, pour eux c'est un classique parce qu'ils lisent en anglais. Ils disent Benchley, of course, je connaissais ça. Donc il m'a fait une illustration et parallèlement c'est sorti et l'été même il faisait la couverture du numéro d'été du New Yorker. Alors il faut savoir que pour un graphiste, avoir la couverture du New Yorker c'est le Graal, quoi. Enfin je pense pour un grand dessinateur c'est quand même. Donc voilà. Donc c'est un grand plaisir, mais il y a un rapport consubstantiel entre le comique et l'humour. Et il y a tous ces gens-là, que ce soit les gens autour du New Yorker. Roger Price, il illustre lui-même ses livres. Il a fait des doodles. Donc il faisait du texte Mad Professor dans les années 50-60 et il s'illustrait aussi.
Et il y a une affinité vraiment très très profonde. La bande dessinée, le dessin est né de la caricature. Il y a ce rapport à la caricature qui fait que le dessin s'impose. Et donc on a développé, alors comme par exemple Topor, on a fait un petit volume de dessin. Donc on a une petite collection qui s'appelle les Iconoclastes, qui est un peu l'extension plus graphique des Insensés. Donc ça c'est des strips de Topor qu'il a fait du début des années 60 jusqu'à la 97, mais qui étaient dispersés dans des rares journaux qu'on a réunis. Donc ils sont publiés pour la première fois. Il y a un petit chef-d'œuvre dedans qui est Eric, là, qui est un truc vraiment très très puissant, comme une sorte de dessin animé psychanalytique. C'est vraiment très puissant. J'ai eu la grande chance aussi, alors là c'est un petit plaisir. On a édité avec deux grands messieurs, Pierre Etex et Jean-Claude Carrière, le petit Napoléon illustré. Ça m'a, voilà, rien que le plaisir de discuter de Charlie Chaplin chez Pierre Etex avec Jean-Claude Carrière pendant 1 heure, entouré de dessins, de Chaval, des plus grands. Pierre Etex, c'est voilà, connu d'un petit milieu, mais c'est vraiment. Voilà, c'était l'assistant de Tati qui a fait des films du niveau de Tati, mais effectivement, c'est un peu comme Naruse et Ozu, quand il y en a deux qui se ressemblent trop, il y en a un qui à un moment est moins reconnu, mais enfin Pierre Etex a quand même eu un Oscar. Jean-Claude Carrière a eu un Oscar d'honneur. Ils ont fait j'ai retrouvé un petit roman graphique qui s'était amusé à faire. C'est vraiment des. Ils avaient fait un petit roman un peu sur le ton, le petit Napoléon illustré, donc dessiné par Etex et scénarisé par Carrière, et qui est un peu à la Goscinny sans paix, enfin mais pas à la Goscinny sans paix. Enfin ça reprend l'idée du petit Nicolas, mais appliqué à Napoléon avec des influences graphiques beaucoup plus cérébrales et anglo-saxonnes en fait. J'ai une photo de l'époque de Pierre Etex et Jean-Claude Carrière qui sont toujours amis avec leurs 80 ans. Et où ils étaient jeunes et déguisés en Laurel et Hardy tous les deux. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc on se fait des petits plaisirs graphiques, on n'a pas de vraie collection de bande dessinée, on n'est pas éditeur de bande dessinée. Et on est sur des formes graphiques un peu particulières, un peu. Quand on fait de la littérature, on fait du marginal, et même la bande dessinée qui est un peu marginale, mais on arrive à faire du marginal dans la bande dessinée. Voilà. On cherche la difficulté. Et alors du coup, je voulais parler parce que on va finir sur Bienvenue à Mariposa, parce que justement dans le mélange aboutissement graphique et aboutissement romanesque, il y a un truc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment alors c'est Bienvenue à Mariposa, c'est un roman de Stephen Leacock, et donc là graphisme et illustration de Seth. Oui. Alors comment ça s'est fait? Stephen Leacock, c'est un énorme auteur canadien-américain. Mais lui qui a commencé à écrire dès 1910, qui est mort qui a écrit de 1910 à 1940. Il avait un succès énorme dans tous les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, Australie. Il a été quasiment pas traduit en France. Donc on avait commencé à le retraduire en dilettante, et là on a fait son grand roman le plus connu au Canada. Il vous fait visiter une petite ville canadienne en 1910. Enfin, il écrit en 1910, mais et il analyse en fait la manière dont la modernité arrive. Et donc le capitalisme en fait, il fait changer les modes de vie, les mentalités, et il fait le lien entre Mark Twain et l'humour moderne de New Yorker. Donc Benchley, les autres, tout le monde connaissait, Leacock lisait Benchley qui lisait Leacock, donc tout le monde se lisait, il parlait, même s'il était au Canada. Donc on avait ce grand roman prévu depuis longtemps avec Thierry, et je contacte un dessinateur que j'adore, parce qu'il est comme moi, il aime que les choses, c'est un nostalgique des époques passées, comme Krum, qui est Seth, donc dessinateur canadien, et je voulais lui demander une couverture, et il me dit, j'avais trouvé qu'il avait fait une référence à Leacock obscure, et il me dit, je rêve de l'illustrer, ce livre, parce que c'est vraiment un livre, un classique au Canada anglophone, et lui canadien anglophone. Puis finalement, ça a pris des années, mais le projet s'est monté, c'est vrai qu'à partir de là, le projet est devenu un livre illustré magnifiquement, qui nous replonge en plus. Parce que le livre est l'histoire d'une plongée. On s'immerge tout d'un coup dans une époque révolue. Et là, il y a un côté, on lit un roman comme certains dans l'enfance lisaient les romans de Jules Verne avec les images, et revenir à cette idée de l'illustration. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'illustrations. Voilà, il a un travail chromatique magnifique. Il est chez ses albums chez Delcourt. Moi, je le suis depuis ses débuts, il y a 15 ans. Il y a cette superbe planche qui rassemble aussi tous les personnages sur la même planche, en fait. Et il a fait lui aussi des couvertures pour New Yorker.
un des designers très recherchés aux États-Unis et au Canada. C'est lui qui a designé toutes les rééditions de Snoopy chez Dargaud, la vraie intégrale, celle de Fantagraphics. On fait appel à lui, il fait un travail graphique. Et donc une galerie de personnages, à chaque chapitre son lot de personnages de la ville. Donc on commence par l'hôtelier principal qui se retrouve condamné par le tribunal pour vente d'alcool illicite après l'heure, tout ça parce qu'en fait il a fermé la porte avant que le juge puisse rentrer. Et donc le juge l'a fait l'attaque parce que le juge n'a pas pu boire après l'heure dans la ville. Et il y a tout un truc pour faire sauter l'interdiction et tous les stratagèmes qu'il va mettre en place pour sauter l'interdiction en faisant un établissement à la française avec des filles, une cave, un café, un chef français totalement infect et tout un tas de choses. Après on a un révérend qui avait l'envie de faire un phare de Dieu sur une colline et qui bâtit une église mais tellement dispendieuse qu'il ruine à tout jamais sa paroisse. Oui, parce qu'il peut pas, puis il dit en fait, il en veut à son prof de maths. Parce qu'il n'arrive pas à faire les calculs, donc il demande tout le temps. Mais il est parti sur des crédits, il s'est fait avoir. Et en fait, il en veut beaucoup, et pas trop à Dieu, mais à son prof de maths surtout. Mais Dieu va le sauver, heureusement. Il y a une escapade en bateau. On croise sur une le galerie lac. de personnages qui s'entrecroisent. C'est une petite ville, c'est comme on est vraiment comme chez une petite ville à la Mark Twain, Huckleberry Finn. Et puis on croise tous ces personnages, jeunes qui tombent amoureux, il y a une attaque de banque. Et il y a vraiment une manière de croquer les personnages en deux phrases. Il arrive avec des formules très c'est fortes. très moderne, c'est incroyable, c'est un roman qui date de 1900. Et donc vous avez des portraits sur pied aussi. C'est une grande modernité. Il faut savoir que moi là c'est une trouvaille personnelle, mais bon, les Monty Python, un de leurs premiers sketchs, qui est un des plus connus aux États-Unis, ils l'ont repris dans leur récente reformation. Ça s'appelle Four Yorkshire Men, et en fait c'est une adaptation littérale, d'une nouvelle de Stephen Leacock de la même époque. C'est de dire la modernité, le sketch de Monty Python est totalement moderne. C'est des riches qui jouent à ouais mais moi j'étais plus pauvre avant, je suis sorti puis ça devient, c'est une augmentation vers l'absurde. Encore une critique d'ailleurs. C'était un prof d'économie, Leacock, prof d'histoire et d'économie, très réputé. Il faisait ça à côté en fait, ses livres humoristiques. C'est très étonnant. Un universitaire, et donc il a analysé, il a vu dès le début les transformations économiques et sociales de son époque qui sont celles grossièrement sur les crédits, les emprunts, les trucs, les bulles spéculatives. Il y a le coiffeur de Mariposa, donc qui est le nom de la ville, qui va commencer à acheter des actions et il va créer des bulles spéculatives dans la petite ville. Donc on est vraiment, c'est-à-dire ce qui est étonnant, c'est que lui étant prof d'économie, il a fait des ouvrages d'économie, il a fait des ouvrages sur Dickens, sur Twain aussi. Mais il a déclaré, ce grand professeur, il a dit, et c'est la préface de Bienvenue à Mariposa, il dit j'aurais préféré écrire Alice au Pays des Merveilles que toute l'encyclopédia Universalis. Voilà. C'est-à-dire, il prenait, comme nous le faisons, Stephen Leacock avait tracé la voie, il prenait le comique très au sérieux. Avec beaucoup de. Voilà. Et tu parlais de Jeff Thorpe, le coiffeur, justement, c'est l'extrait que j'ai sélectionné pour quasi clôturer. Très, très étonnant. En matière de conversation, la spécialité de Jeff était d'abord et surtout la finance, les marchés boursiers et la fortune colossale qu'un homme à la tête bien faite pouvait espérer amasser. Il m'est arrivé de voir Jefferson s'immobiliser, le rasoir suspendu en l'air pendant 5 bonnes minutes pour décrire avec précision, les yeux mi-clos, le genre de tête que devait posséder un homme s'il voulait rafler la mise. C'était évidemment une simple question de tête, et autant qu'on pût en juger, celle de Jeff avait le profil requis. Je ne sais pas à quelle époque ou dans quelles circonstances Jefferson se lança dans les entreprises spéculatives. Il avait probablement ça en lui dès le début. Il ne fait aucun doute que les noms de compagnies telles que Traction Stock et Amalgamated Asbestos lui montèrent au cerveau. Et à chaque fois qu'il parlait de M. Carnegie et de M. Rockefeller, son débit précipité se faisait aussi doux et léger que de la mousse de savon. Je suppose que ces poules constituèrent la forme la plus rudimentaire de ces spéculations. Cela se passait il y a des années. Il les gardait dans le jardin de sa maison, qui se réduisait à un petit terrain herbeux derrière le salon de coiffure. Et dans le temps, Jeff avait coutume de dire, avec une note de fierté dans la voix, que la femme, la sienne, avait vendu 2 douzaines d'œufs en une journée aux estivants. Mais à force de lire des articles sur l'Amalgamated Asbestos, la Consolidated Copper et autres compagnies, l'élevage des poules commença à lui paraître un commerce limité et dans tous les cas, l'idée de vendre 2 douzaines d'œufs à 1 cent l'unité lui faisait un peu honte. J'imagine que nombre d'entre nous ont ressenti la même chose à propos de leurs maigres revenus. De toute façon, je me souviens que Jeff me révéla un jour son intention de vendre toutes les poules et d'investir l'argent dans le blé de Chicago.
Et c'est ce qu'il fit. Il comptait bien se rembourser dans les 24 heures, mais il ne toucha jamais le moindre bénéfice. Après cela, le poulailler demeura vide et la femme dut jeter la nourriture des poules chaque jour, ce qui occasionnait des pertes sèches représentant à peu près un rasage et demi. Mais Jeff n'y attacha aucune importance car son esprit s'était déjà laissé entraîner par les possibilités de ce qu'il appelait les déplacements miniers dans le Yukon. Alors vous comprendrez qu'au moment où la nouvelle du boom minier atteignit Mariposa, Jefferson Thorpe s'y intéressa aussitôt. Rien d'étonnant à cela car il l'interpréta comme un signe de la Providence. Au nord s'étendait le vaste pays de l'argent, là même où les autres ne voyaient qu'un territoire sauvage. Et juste à nos portes, vous pouviez apercevoir, comme moi, le train de nuit filant vers le nord chaque soir, et pour autant qu'on le sût, Rockefeller ou Carnegie, ou n'importe qui d'autre, aurait très bien pu se trouver à bord. Voilà que les trésors de Calcutta, comme l'avait écrit le Mariposa Newspacket, étaient déversés à nos pieds. Il n'y avait donc rien de surprenant à ce que la ville perdît la tête. Dans les rues, tout au long de la journée, l'on entendait les types parler de veines, de hauts fourneaux, de poundage, de dépôts et de failles. La ville bruissait de ces mots comme une classe le jour d'un examen de géologie. Dans les hôtels s'arrêtaient des hommes en tenue de prospecteurs avec des théodolites et des sacs d'échantillons, et dans le bar de Smith, ils exhibaient leurs fragments rocheux dont certains leur rapportaient jusqu'à 10 verres le demi-kilo. La fièvre s'empara de la ville et la traversa de part en part. En moins de 15 jours, on installa une partition dans le magasin de charbon et de bois de Robertson pour y ouvrir la bourse minière de Mariposa. Et à peu près tous les hommes passant dans le Grand Rue se mirent à acheter des titres. Puis le jeune Fizzleship, qui avait travaillé comme caissier dans la banque de Mullins et que tout le monde considérait comme un bon à rien auparavant, revint du pays du cobalt avec de l'argent plein les poches et se mit à traîner dans la Mariposa House en kaki anglais, coiffé d'un chapeau plat. La plupart du temps il était ivre, mais tout le monde voyait désormais en lui un exemple de ce qu'il était possible de réussir si l'on se donnait la peine d'essayer. Tous entrèrent dans la danse. Jim Elliot hypothéqua son drugstore afin de pouvoir investir dans la Twin Tamagami. Pete Glover, le propriétaire de la quincaillerie, paya 13 cents des actions Nippewa, les revendit 17 cents à son frère et les lui racheta 19 cents moins d'une semaine plus tard. Ils s'en moquaient, ils tentaient leur chance. Le juge Pepperley plaça le reste de l'argent de sa femme dans la Temiskaming Common. Maître McCartney fut également touché par la fièvre. Il investit jusqu'au dernier cent de sa sœur dans les actions privilégiées de Tulip. Et même lorsque le jeune Fizzleship se suicida dans l'arrière-salle de la Mariposa House, Mr. Gingham l'enterra dans un cercueil orné de poignées d'argent. Toute l'affaire parut comme une tragédie digne de Monte-Carlo. Tous entrèrent dans la danse, à l'exception de M. Smith. Il faut dire que M. Smith venait de là-bas, et il n'ignorait rien des rochers, de la prospection des canoës et des terres du Nord. Il savait ce que c'était que de manger des galettes de froment à l'abri d'un canoë adossé aux broussailles et boire la dernière goutte de whisky dans un périmètre de 80 km. M. Smith n'avait que faire du Nord. En revanche, il ne manquait pas d'acheter suffisamment de pommes de terre nouvelles pour en expédier 15 voiturées à la cobalt au prix de 5$ le sac. Et oui, dans la rue Everlord, c'est les fournisseurs qui sont riches. C'est pour ça que M. Smith est malin. On a fait un petit tour du catalogue. Bah. Quels sont les projets à venir ? Le prochain livre d'Hideo Kuda sortira en août. Donc, l'auteur japonais un peu phare de notre... s'appelle Lala Pipo. Voilà, c'est un roman très important. Enfin, très fort. Et en septembre, puisque notre champion, on avait misé avec mon camarade Thierry, Donald Trump, yes, l'a emporté. Nous sortirons, parce qu'il fallait un concurrent à cet auteur, nous sortirons le livre de V.C. Fields, un des plus grands, peu connu aujourd'hui, enfin, si Pierre et Tex, oui. V.C. Fields, grand comique américain des années 30, comique qui faisait des films, enfin, il était aussi connu que Chaplin, admiré par Orson Welles, c'était les Marx Brothers. Et il a laissé qu'un seul texte, il est mort en 1945, il a laissé un texte en 1940, où il se présentait à la présidentielle telle Coluche en France. Ça s'appelle Fields président. Et donc, si Trump ne vous fait plus rire, votez Fields. Voilà, c'est un petit livre. Je dois avoir la couverture ici. Ça sortira le 1er septembre, puisque... Et c'est encore c'est un classique. Ça annonce un peu la démarche de Coluche avec un humour Benchley. Il se moque bien sûr, c'est une parodie de programme populiste. C'est pour ça que ce sont des textes qui semblent tout à fait pertinents de ressortir aujourd'hui, vu la dominante. Je veux dire, même si j'y avais pas pensé, on m'y aurait fait penser.
sais plus si j'ai. On verra peut-être ça autour d'un verre. Oui, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, je vous invite, les livres sont là. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et, c'est vraiment Merci pour ça. Moi j'étais assis, ça va.